Et salut à tous, comment on se retrouve? Et ouais, je suis toujours vivant. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes et tout ça et tout ça. Bon, ça commence à dater un petit peu maintenant de dire ça, hein, mais je le dis quand même, mieux vaut tard que jamais. Et puis, je vous souhaite la bonne année, bien sûr. Voilà, voilà. On est aujourd'hui le 26 janvier à l'heure où je regarde cette vidéo, donc je peux toujours me le permettre. Sinon, je sais pas vous, mais moi, les fêtes, j'ai eu un de ces blues. Ça m'a cassé en deux dans mon rythme de travail. Pour autant qu'on puisse appeler ça un rythme. Je m'arrête une semaine et puis après à la reprise, c'est dur de se remotiver à faire des vidéos. Ouais, pour le coup, j'ai eu le méga blues du nouvel an, j'ai rien fait pendant 15 jours. Et puis je me suis un peu réactivé à cette mi-janvier et je me suis rappelé que je voulais faire des vidéos. Et donc c'est chose faite. Me voici, me revoilà, de retour devant vous. Et aujourd'hui étant pas venu l'heure pour un nouveau petit tuto que je vais faire en 3 parties. Vous allez voir, vous allez être gâtés. Car comme nouveau tuto, on va commencer à aborder ce que je viens de vous montrer, à savoir la création de terrain. Ça vous branche? Ok, c'est parti. Alors, dans ce tuto, on va voir les bases de World Machine, qui est un logiciel de création de paysages procédural assez poussé, et qui utilise pour générer ses montagnes du noise. Du noise? Du bruit. Et pourquoi? Pourquoi cela s'appelle du bruit? Je ne sais pas du tout, grand mystère, mais toujours est-il qu'en attendant, ces types d'algorithmes procéduraux qu'on va utiliser tout au long de ce tuto s'appellent du noise. Et les avantages avec les outils dédiés que propose World Machine, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la création de montagnes par rapport à des logiciels standards. La spécificité ici, c'est qu'on peut venir sur des patterns de noise attribuer tout un tas de filtres de corrosion naturelle. De plus, on peut aussi créer des textures de manière spécifique tout en restant procédural, et qui s'adapteront vraiment bien à la topologie des terrains. Vous verrez quand je vous le montrerai, c'est vraiment du petit bonheur. Allez, je vous vois sautiller sur votre chaise, alors on perd pas de temps et on commence tout de suite par aller sur le site de l'éditeur. C'est parti! Donc, pour avoir le logiciel, il suffit d'aller sur le site de World Machine. Dans la catégorie pourchasse, il y a différentes versions, différentes licences, mais il faut savoir qu'on peut l'essayer gratuitement et ce, indéfiniment. C'est pas juste 30 jours d'essai comme la plupart des logiciels font, donc c'est plutôt cool pour se faire la main à ce niveau. Donc pour télécharger la version gratuite, il suffit d'aller dans la barre en haut sur Download. Là on clique et puis on arrive sur une page où se trouve le lien pour avoir la version gratuite. Bien évidemment, cette version comportera des limitations. Vous ne pourrez pas exporter vos textures à une résolution au-delà de 1024 pixels, par exemple. Alors, une fois qu'on a cliqué sur le lien, on se retrouve avec un exécutable à installer. Comme pour tout logiciel, il suffit de double-cliquer dessus et puis de suivre l'assistant d'installation, tout simplement. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà installé. Voilà, rien de plus à dire à ce niveau. Alors, à l'ouverture, le logiciel se présente comme ceci. Donc c'est une interface qui a été revue il n'y a pas si longtemps. Elle s'est aujourd'hui modernisée par rapport à ses anciennes versions, qui faisaient un peu vieillotte, je trouvais. Là, l'UI s'est grandement modernisé. À l'instar d'autres logiciels, l'ensemble des fenêtres sont passées de couleur grise, plutôt qu'en blanc, ce qui est franchement un immense confort pour les yeux quand on doit y passer des heures. Donc en premier lieu, on arrive dans le graphe ici, et on voit ce rapide didacticiel sous forme de groupe et de nodes, qui explique un peu les bases du fonctionnement du soft. Alors on va venir de manière un peu brute comme ça, on va tout sélectionner et on supprime. Boum! Voilà, interface clean et vide, parfait pour démarrer une nouvelle session. Alors en premier lieu, je vais aller dans la barre des vues et je vais venir ici splitter la vue en deux, comme ça on va avoir directement à disposition l'affichage du graphe au centre et la vue 3D à droite. La vue 3D, pour info, elle se trouve ici, ce qui sera très utile pour visualiser les modifications de terrain au fur et à mesure. En premier lieu, comme node, on va venir dans les devices, Generator,
les nodes de génération de terrain, que vous voyez ici, prendre une Advanced Perlin, que l'on glisse dans le graphe comme ceci. Les habitués d'Unreal comme moi ne seront pas perdus, et on obtient ainsi une note dans le graphe de montage que voilà. Donc vous voyez tout de suite, on a d'un côté le graphe, et de l'autre l'aperçu 3D, qui va afficher en temps réel les modifications que l'on fera dans notre graphe. Alors les raccourcis pour se déplacer dans la vue 3D sont clic gauche pour pivoter et molette du milieu pour translater la vue. Petite parenthèse, question preview, vous avez aussi une petite fenêtre en haut à gauche du browser qui permet de faire pivoter l'éclairage avec clic gauche comme ceci. Bien pratique. Alors tout d'abord, on va s'attarder sur l'analyse visuelle de cette première node qui va être assez cruciale pour comprendre le reste. Toutes les nodes dans World Machine ont une ou plusieurs inputs, un canal d'entrée, une ou plusieurs outputs, le résultat produit par la node ou le canal de sortie. Alors, je vais en apporter une autre pour que vous voyez bien. Là, vous voyez également, il y a des inputs et des outputs. Et là, encore une. Et là, vous voyez, il y a carrément toute une série d'inputs et d'outputs en simultané. Donc, tout ceci, en gros, fonctionne comme tout système nodal classique. Rien de bien compliqué là-dedans. Et en bas, vous trouverez une input pour l'emplacement du masque, qui s'avère utile si on veut masquer certaines zones d'effet. On va ensuite voir l'effet de cette node, puisque c'est quand même la node de base dont découle la génération du terrain. Celle-ci génère un pattern de noise. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos, on en a déjà parlé auparavant. Il s'agit d'un pattern algorithmique, donc basé uniquement sur des calculs, conçu pour ne jamais répéter deux fois les mêmes motifs. Et si vous venez de Blender, vous ne serez pas perdu, puisqu'on y retrouve les mêmes textures procédurales. Pour bien s'en rendre compte, on clique droit sur la node, on fait Set Output Display Int et on choisit Mask pour voir s'afficher le pattern de noise en niveau de gris dans la vue 3D. Et là, vous vous rendez compte effectivement que tout se base sur des valeurs de noir et de blanc. Ces types de noise, comme on l'a vu, sont très répandus dans les images de synthèse et peuvent servir pour faire toutes sortes d'effets. De la fumée, des flammes, c'est d'ailleurs la base de mon précédent tuto. De la lave, des poussières stellaires, des textures, de la simulation à la surface des océans, ou comme ici, du displacement de maillage 3D pour former un terrain irrégulier. Donc dans World Machine, il s'agit essentiellement de déplacement de maillage en fonction d'une texture en niveau de gris. Pour les connaisseurs venant de Blender, le modifier Displace. Dernier point, mais pas des moindres, ces noises sont constitués de plusieurs couches d'informations à des fréquences différentes, ce qu'ils appellent des octaves. Oui, c'est très musical tout ça. Il y en a un certain nombre, idéalement elles seraient illimitées, mais pour des questions de calcul et aussi parce que visuellement, arrivé à un certain point, on ne voit plus trop la différence si on ajoute des surcouches, donc on se limite à un certain nombre restreint. C'est ce qui donne les plus petits détails sur la surface du terrain. Là vous voyez ici, vous voyez très bien l'effet. Là c'est lisse, et là c'est beaucoup plus irrégulier. Donc pour ce noise en particulier, il y a tout un éventail de possibilités et il peut se paramétrer très différemment. On va voir ici ses réglages, on double-clique sur la node et on voit les premiers paramètres de base. Alors on a ici Feature Scale qui adapte le scale du noise. En gros, ce sera la taille des montagnes en kilomètres. Moi, en général, j'aime bien le paramétrer entre 4, 6 ou 8 km pour générer du terrain. Ensuite, dans les réglages, pour avoir tous les paramètres directement, on fait Show Advanced Setting. On a d'abord Persistance. Cela accentue le contraste à travers toutes les couches du noise, donc toutes les octaves, ce qui tente à donner des détails beaucoup plus prononcés. Voyez ici, en visuel, l'effet que ça produit sur le terrain. Donc on va dire une bonne valeur tourne aux alentours de ceci. Voilà. Ensuite, la Cunarity, ça va être le scaling de toutes les couches ou octaves du noise. Vous voyez, ça produit un résultat plutôt différent par rapport au simple scaling. Plus profond, ça agit sur toutes les couches du pattern.
Là aussi, il convient de régler ça à une valeur à peu près légèrement supérieure à la moyenne, ni trop, ni pas assez, comme ceci, car à valeur trop forte, cela aura tendance à donner un terrain granuleux, et à valeur faible, on aura un terrain plutôt fadasse. Octave, maintenant on y vient. Là vous voyez, ce sont toutes nos couches de noise. Alors ce que ça fait à 1, c'est la première couche, hein. Vous voyez c'est très lisse. Puis à 2, 3, 4, vous voyez ça rajoute des couches et du détail. Arrivé à 8, 9, ça devient bon, puis après ça sert plutôt à rien d'en ajouter, puisqu'on ne verra plus trop la différence. Par défaut à 0, le logiciel définit automatiquement le taux nécessaire pour le meilleur rendu possible, alors autant laisser ça sur auto. Et puis vous avez Seed, qui, si vous jouez à certains jeux procéduraux, vous connaissez probablement, permet simplement de faire varier le résultat sans altérer les paramètres. Puis vient la Stepness, qui en gros rajoute du contraste, donc vous aurez un terrain avec de plus fortes variations. Et enfin Middle Elevation, qui s'occupera de l'élévation médiane du terrain. Et voilà. Alors on va passer sur les autres paramètres, hein, puisqu'ils sont trop spécifiques. On reviendra peut-être sur les multiscale control plus tard, car ils pourraient s'avérer utiles. Et là en dernier, on a Customize Fractal, alors là c'est le Megamix, mais avant d'aborder ça, on va voir les différents types de noise. Donc on revient en haut, et là vous voyez, dans l'onglet déroulant, on a toute une liste de patterns, de différents patterns. Riged, Bylowy, Sharpridge, Stephen Choice, Terraced, etc. Tout cela correspond à des modes de noise différents. Pour l'instant, nous avons toujours été en basique, mais si on change et qu'on prend le Sharpridge, par exemple, vous voyez que cela produit un noise avec des arêtes beaucoup plus tranchées, beaucoup plus nettes. Par exemple, si je l'affiche en mode Set Output Display, Mask, vous voyez la différence. On va augmenter la Stepness. Voilà. Par rapport à un noise de base, basique, là vous voyez, c'est beaucoup plus brumeux. Et là, le Sharpridge, ça obtient des arêtes beaucoup plus franches. Donc c'est une différence de pattern, hein. Il y en a de différents types. Voilà, si j'augmente ça. Là, le Sharpridge, on a le Ridge tout simple, qui est un peu plus diffus. C'est le même type, mais un peu plus diffus. Voilà, comme ça. On a aussi le Bylowy, qui est l'exact opposé des Ridge. Alors là, par contre, ouais, le problème c'est quoi là? Là, vous voyez, les zones qui auparavant étaient blanches, étaient lumineuses, et elles sont devenues noires. Donc les Bylowy, en fait, c'est tout l'inverse des Riged, pardon. Là, on a Bylowy, Smooth Bylowy, donc c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus diffus. Et visuellement, sur le terrain, ça se traduit par voilà, des différences de déplacement dans le maillage. Donc, par exemple, le Smooth Bylowy, je l'accentue ici. Donc le Bylowy, à l'opposé des Ridge, ça a plutôt tendance à donner des formes de terrain arrondi, comme là vous voyez, par exemple ça, ici, là aussi. Là, si je choisis juste le Bylowy simple, voilà, c'est un petit peu plus diffus. Et par opposition, si je choisis le Riged, voilà, effectivement, la Stepness, il faut voir. Là, vous voyez, effectivement, la zone qui était ronde auparavant devient creuse. Et les zones qui étaient creusées avant dans le Bylowy devient plus nette. Donc, le Riged et le Bylowy sont deux algorithmes, deux types de noise qui s'inversent complètement. Là, si je choisis Sharp Riged, là c'est encore plus prononcé, vous voyez, etc. Donc, d'une manière générale, on va utiliser les types Riged pour faire des pics montagneux, alors que les Bylowy seront plus adaptés pour des massifs plutôt ronds et érodés. Pour le reste, on a Terraced qui parle de lui-même. Il tente à créer des espaces délimités par terrassement. Le Flat Middle tente à créer des plateaux, des formations avec des plateaux.
Et le Stephen Choice est assez particulier dans le sens où il a plus tendance de base à produire des petites variations de surface sur des zones lisses. Donc maintenant qu'on sait ça, on va venir ici dans Customize Fractal, on va rajouter des octaves comme ceci, et on va pouvoir leur attribuer des types différents, ce qui peut donner des résultats au final plus particuliers et très intéressants. On va faire par exemple ici, on démarre sur une basique à 80%, puis ensuite on enchaîne sur une Smooth by Louis à 200%, et enfin une Stephen Choice à 200%. Vous voyez, on obtient un peu une sorte de haut plateau. Et ça m'évoque un peu les hauts plateaux comme dans les forêts amazoniennes. Ou bien alors, je peux changer le tout, démarrer sur un Smooth by Louis, puis un Stephen Choice à valeur 150, et enfin une Sharp Rigid à forte valeur pour avoir des formations bien anguleuses. Vous voyez, maintenant on dirait des montagnes volcaniques comme à Hawaï. Vous regarderez Jurassic Park pour savoir de quoi je parle. Voilà, je rediminue la dernière octave pour revenir un peu à la normale. Je vais venir ici, puisque je vois les contours d'un joli massif là. Et je vais jouer de nouveau un peu sur le Rigid, histoire d'avoir des formations qui ressortent. Comme ça. Voilà. Voilà, je vais peut-être rester là-dessus. Vous, vous ferez vos tests, c'est toute la beauté de la chose. Vous verrez qu'il y a plein de jolis résultats qui peuvent arriver parfois par hasard. Et voilà, c'est tout pour l'Advanced Perlin, qui, mine de rien, sera l'une des deux nodes les plus importantes que nous verrons dans ce tuto. Alors, ce que je vais appeler le World Domain ne s'appelle pas forcément comme ça dans ce logiciel, mais ça me permet de garder une bonne idée de ce à quoi ça sert, puisqu'il va surtout permettre de choisir à souhait la zone que l'on souhaite générer. Alors, ça se passe dans la fenêtre Explorer View, ici. Alors, l'Explorer View dans World Machine sert à afficher l'ensemble du relief généré par le pattern. En gros, ça donne en affichage continu l'ensemble du monde généré. Et avec notre main extent ici, que j'appellerai affectueusement domaine, on va venir chercher les zones intéressantes à travers notre terrain. Vous voyez, l'intérêt ici, c'est de pouvoir visualiser directement les zones intéressantes. Par exemple, je vois une zone ici avec du relief qui me plaît. Je place le domaine directement dessus, et hop, terminé. Là encore, vous voyez, il y en a d'autres. Là également, si je veux. Et à la fin, je peux tout aussi bien faire CTRL-Z, histoire de revenir en arrière. Très pratique. Donc, on va revenir dans le graphe et on va apprendre notre premier setup, histoire de délimiter ce terrain avec un masque. Alors, j'ai juste changé de terrain pour ma part, mais ça ne changera absolument rien pour vous. Vous verrez, vous pourrez continuer à faire exactement comme ce que je fais avec vos propres terrains. Donc en premier, pour créer un masque, on va venir rajouter une node générateur radial gradient. Alors là, vous voyez, en niveau de grille, la radial gradient, c'est également une node de génération. Celle-ci s'afférent plutôt à générer divers types de formes de dégradés, comme des cercles, des losanges, des carrés, des cônes, etc. Et ça se traduit par les mêmes formes en génération de terrain. Là, vous voyez, ça donne la même chose en displace. On a principalement un paramètre pour jouer avec la taille et la rotation. Ceci dit, ici, on va choisir le carré avec square, qui occupe de base tout l'espace du domaine, et on va un peu le réduire comme ceci. Ok. Maintenant, on va venir dans les filters ici, insérer notre premier filtre, à savoir un blur. On va le connecter comme ça. Là, vous voyez ce que ça produit si je passe en niveau de grille. Là encore, on peut jouer avec les paramètres, modifier la taille du carré ou la force du blur. Puis on va venir connecter ce blur dans l'input mask de l'Advanced Perlin, comme ceci. Et là, vous voyez l'effet, désormais, les zones sur les bordures seront masquées.
plus de génération de noise sur les rebords. Donc pour checker avant-après, on peut venir ici dans le graphe, sélectionner les nodes et les désactiver avec le raccourci D. Pensez bien au préalable à loquer la vue sur la node Perlin avec Alt. Donc c'est cool, c'est parfait pour créer un modèle insérable partout, et du coup, avec les paramètres de blur et le size du carré, on va venir jouer dessus pour adoucir les pentes comme ceci. Vous voyez, notamment à la base, on trouve la couleur d'aperçu, simulée ici par une couleur orange assez désaturée, pour indiquer qu'on arrive au niveau du sol. C'est parfait, nous avons notre montagne détourée si je puis dire. Ainsi, maintenant, si nous allons voir dans l'Explorer View, à part notre montagne centrale, plus rien ne sera généré à l'extérieur du masque. Notre montagne est devenue comme les Rébors, une montagne solitaire. Alors, on va continuer le développement nodal. Moi, après la noise Perlin, j'aime bien venir insérer en sortie une node filtre, l'Equalizer. Cette node permet de ramener plus de consistance dans notre formation. Elle a pour effet de répartir les plages de valeur dans le champ de hauteur, de manière à ce que le volume soit réparti plus uniformément, du point le plus haut vers le point le plus bas. Ce qui tend souvent à donner plus de consistance à la montagne. Du moins, surtout en mode uniforme. Vous voyez, hein, vous avez l'exemple avec l'histogramme ici qui est affiché là, dans la petite fenêtre. Donc je vous encourage à placer une equalizer dès le début du setup, en sortie de l'Advanced Perlin, comme ceci. Vous verrez que par la suite, en fonction des notes d'effet que l'on va rajouter, ça pourra induire des résultats intéressants. Ensuite, j'aime bien mettre un autre filtre, à savoir une node clamp en mode riscal, histoire d'avoir un bon contrôle sur l'élévation globale du terrain. Cette node permet à la fois de jouer sur la plage des zones culminantes et sur la base des terrains afin de redéfinir l'étendue verticale. Alors vous avez différents modes, hein, riscal que j'utilise le plus souvent, clip qui lui fait carrément des découpes dans la montagne, et expand qui agit un petit peu différemment par rapport à la riscal. Vous voyez, il a plutôt pour effet d'étendre le terrain sur l'axe vertical. Rapide et très facile à utiliser, donc pourquoi s'en priver? Alors, c'est là maintenant que ça va devenir intéressant, car on va venir jouer avec notre première node d'effet naturel, à savoir l'érosion. Alors, cette node, comme l'indique bien son nom, se charge de simuler l'érosion que subissent les parois rocheuses. Certains éléments de la roche se désagrègent lors de ces processus, creusant des sillons à la surface des parois. Ces effets d'érosion peuvent se révéler plus ou moins forts en fonction de la nature des roches, et c'est ce qui façonne au fil des millénaires, des millions d'années, les silhouettes des pics montagneux. Pensez par exemple à l'eau qui ruisselle à la surface, les ruisseaux, mais aussi les glaciers, les coulées de boue et tout un tas de choses qui déboulent en contrebas. Ceux qui habitent dans les zones montagneuses doivent bien connaître ces phénomènes. Bref, au fil du temps, l'eau va se charger de ramener des tonnes de débris, formant des dépôts dans les creux et les vallons, comme ceux qu'on voit ici. C'est donc là tout l'intérêt d'un logiciel comme World Machine qui permet la simulation de ce genre de processus naturel. Ça fait toute la différence en termes de réalisme par rapport à du simple noise. Vous voyez par exemple là, si j'utilise la Viewer, donc là, on n'est pas surpris si on va dedans de voir que le premier paramètre de modification, c'est le temps, avec duration. On parle de temps géologique, hein, donc ça simule l'effet sur des millions d'années. Rock Hardness va se charger de préserver plus de roches, puisque celles-ci subiront alors moins les effets d'érosion. À valeur maximale, elles seront même entièrement préservées. Sediment Carrier Amount se charge du taux de sédiments accumulés en contrebas. Alors, pour s'en rendre compte, ça va être sympa d'importer une colorizer ici, et relier l'output deposition mask pour voir l'effet sur le masque de dépôt que cela engendre. Vous voyez, plus on accentue l'effet, plus les dépôts s'intensifient.
On peut voir ça aussi avec la sortie Flow Mask. Alors c'est sympa à regarder, là on voit très bien comment le logiciel gère ses flux d'érosion en partant depuis le point le plus élevé du terrain, puis en accentuant progressivement tous les flux vers le bas. Là, dans les Geological Time Enhancement, on a des paramètres qui permettent de peaufiner ces effets d'érosion, de l'accentuer encore avec Time Intensifier. On ne sera pas surpris que celui-ci finisse par rabougrir complètement notre montagne. Puis les Canning Erosion, si on le met en mode Canneled Erosion, offre de petits contrôles supplémentaires si vous voulez accentuer vos ravines. C'est pas flagrant, mais cela peut apporter des variations sympathiques. Alors, en dernier, il faut savoir qu'en termes de build, c'est-à-dire en temps de calcul final, ce sera la node la plus longue à calculer. Moi, à 4K, ça me prend 3 minutes, et à 8K, ça me prend au moins 15 minutes. Donc tout dépend de votre config, hein, mais en tout cas, c'est la node la plus lourde à rendre. Donc inutile d'en rajouter 2 dans votre setup, une suffit largement. Et voilà, c'est tout pour l'Erosion. Ensuite, une node très intéressante, mais qu'on va venir insérer juste avant l'érosion, c'est la curve, qui permettra d'induire de la variation dans les strates verticales, ce qui peut être bienvenu pour accentuer les inclinaisons des parois. Ou que l'on souhaite faire des pentes rondes, ou bien alors des pics abrupts, la curve donnera pour cela de très bons résultats. Dans la partie 2 qui suivra, on va traiter du texturage et mettre en place un workflow pour colorer notre terrain. Donc à tout de suite!